Je vais faire une introduction beaucoup plus courte que ce que je pensais de Bertrand. Timing oblige. Bertrand, si ça t'ennuie pas, je vais passer le CV qui est absolument pléthorique avec ENA, Sciences Po, HEC, etc. Tu as été directeur de la Banque mondiale. Je dirais que face à la crise multiforme, urgence climatique, épuisement des ressources, augmentation des inégalités, montée des populismes, on peut ignorer les menaces qui pèsent sur les individus et les entreprises et les sociétés. Tu as créé Blue Like an Orange Sustainable Capital, dont tu nous parleras, et qui se veut être un modèle combinant la recherche de la performance et celui d'un impact positif pour la société et l'environnement. Tu as choisi d'investir dans les infrastructures, dans les entreprises des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, dans les institutions financières qui offrent un accès au crédit pour les PME, le logement, la promotion des femmes dans l'entreprise, voilà. Et tu concentres aujourd'hui Blue Like an Orange Sustainable Capital se concentre sur l'Amérique latine, un continent marqué par des inégalités importantes et de grands enjeux de climat où la dimension d'impact est forte et qui a besoin de capitaux venant de l'extérieur. Je ne fais pas plus long. Bertrand, merci d'être avec nous ce matin. Il y a une première vraie joie à monter sur scène, c'est celle de tomber le masque. C'est très agréable. Merci de ton accueil. Alors, je suis extrêmement heureux d'être là à plus d'un titre, et dont un titre auquel je ne pensais pas. Moi aussi, j'ai grandi à Grenoble. Donc voilà, ça fait un nouveau lien. Et puis je connais bien Agnès Pannier depuis longtemps, donc c'était un honneur et un plaisir et une tristesse de l'interrompre. Mais j'étais très, très heureux. Bravo d'avoir maintenu l'événement malgré les échéances qui ont reculé avec le Covid, etc. Donc je suis très content qu'on y soit arrivé, qu'il y ait beaucoup de monde dans cette salle aujourd'hui. Alors pour moi, c'est aussi une joie parce que je suis en transition. Alors en transition intellectuelle, je suis devenu entrepreneur sur le tard, beaucoup plus tard que la plupart d'entre vous, mais j'y suis, c'est très exaltant. J'ai expliqué à mes enfants que j'avais fait un échange entre beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de stress, et que pour l'instant l'échange me va, on va voir. En transition aussi géographique, parce que j'étais aux États-Unis depuis une dizaine d'années, et je suis littéralement rentré ce week-end. Et donc c'est la première fois que je prends la parole en France depuis mon retour, et je suis particulièrement heureux de le faire ici avec vous. Et puis, alors de manière beaucoup plus lâche, je suis aussi en transition parce qu'on déménage. Alors ceux d'entre vous qui sont passés par là savent que ça passe par des containers, des cartons, etc. Et que j'ai lâchement abandonné ma famille dans les cartons hier pour venir passer une nuit à Deauville. Donc ne le répétez pas, mais c'est peut-être ça dont je suis le plus reconnaissant ce matin. Alors c'est un moment particulier pour nous tous, non seulement pour ce que je viens de vous dire, mais surtout parce qu'on commence à voir que le monde d'après commence. On a beaucoup phosphoré, alors en France bien sûr, mais un peu partout dans le monde, sur le monde d'après, The World After. Voilà, le déconfinement a commencé un peu plus tôt aux États-Unis, il commence en France, j'espère que c'est le bon, on va voir. Et donc, je trouve ça particulièrement intéressant de passer quelques moments avec vous à réfléchir à ce monde d'après. Vous savez que les plus cyniques comme Michel Houellebecq ont dit « Ne vous inquiétez pas, le monde d'après, c'est le monde d'avant au pire ». J'espère qu'on va démontrer le contraire. On voit bien, tu l'as rappelé dans ton introduction, Agnès l'a fait aussi, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Alors quand on parle en macro, est-ce qu'il y a de l'inflation ou pas? Que vont devenir les cryptocurrencies? Les chaînes de valeur, les valorisations des GAFA, est-ce que c'est réel? Est-ce que la technologie va continuer à valoir ce qu'elle vaut aujourd'hui? Les inégalités, comment ça va? Le climat, la biodiversité, etc. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir dans mon propos, mais on voit qu'on a beaucoup de questions et pas forcément encore beaucoup de réponses. Et c'est ça dont je voudrais parler avec vous. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir des réponses, j'ai la prétention juste d'avoir roulé ma bosse dans la finance depuis 25 ans, d'avoir exploré à peu près tous les quartiers de la finance, et maintenant sur un mode entrepreneurial, de l'avoir fait en France et dans d'autres pays du monde, notamment dans les pays émergents en développement qu'on connaît souvent moins. On voit bien que dans la panoplie du monde d'après, ou dans la boîte à outils du monde d'après, on vous sort le SG, on vous sort l'impact, on vous sort la finance durable, on a l'impression que d'un coup de baguette magique, le monde s'est transformé. Alors la question que je vais voir avec vous, c'est est-ce que tout ça est sérieux ? Est-ce que tout ça est durable, sans mauvais jeu de mots? Et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut vraiment faire, comme vous le dites dans votre raison d'être, et comme vous le dites dans le programme, est-ce qu'on va vraiment faire ce monde de demain sera ce que nous en ferons? Et que va-t-on en faire? Donc c'est un peu l'invitation que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, avant d'interroger le futur, je pense qu'il faut regarder le passé.
Je pense que c'est important, et je commencerai par là, d'interroger notre histoire. D'où venons-nous? Quel est le modèle dans lequel nous opérons aujourd'hui? Ça sera mon premier point. Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur ce qui s'est passé en fait entre la crise financière il y a une dizaine d'années et le Covid. Finalement, est-ce qu'on a fait des choses ou pas? Et puis, est-ce que le Covid et ce monde d'après vont être à la hauteur des attentes qui sont exprimées à droite ou à gauche? Alors, et parfois au centre. Alors, perspective historique d'abord. Si on prend une centaine d'années, c'est une bonne période et sur le plan économique, c'est assez pertinent. Il y a une centaine d'années, fin de la Première Guerre mondiale, traité de Versailles, un traité dont toutes les faiblesses ont été analysées depuis. Elles avaient été analysées d'ailleurs assez précocement par Keynes, l'économiste britannique, qui avait écrit très vite un opuscule qui s'appelait « Les conséquences économiques de la paix » et qui avait annoncé que ça se finirait très mal. Et de fait, ça s'est fini très mal. On était dans une logique de faire payer les responsables, et donc on est dans une logique de pas de gagnant-gagnant. Il y avait un gagnant et des perdants. On avait un peu oublié qu'il y avait eu une grippe espagnole, on s'en est rappelé maintenant, évidemment, de manière plus opportune depuis 18 mois. Donc on a entre 1919, 1920 et 1945, probablement la séquence la plus épouvantable qu'on puisse imaginer. Une paix ratée, une espèce d'euphorie dans les années 20 qui se fracasse sur la crise de 29, la montée des populismes, tous les échos avec le monde actuel ne sont pas complètement inadéquats, et puis une guerre mondiale. On ne peut pas imaginer quelque chose de pire que ce qui s'est passé pendant toute cette période. Arrive la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là, au moins de ce côté-là du rideau de fer, sous leadership américain, on rouvre la mondialisation. Et ça commence par les accords de Bretton Woods en juillet 1944, qui aboutissent à la création du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, les Nations unies en juin 1945, le plan Marshall, les accords sur le commerce GATT qui est devenu l'OMC, un peu plus tard la construction européenne, l'OTAN, enfin tous ces outils qui sont encore là aujourd'hui qu'on questionne, ils ont tous été créés dans une période de 3-4 ans qui montre que dans des périodes de grands défis, on a été capable à un moment donné, même si on dit toujours, le monde n'a jamais vu des choses aussi compliquées qu'aujourd'hui, si, il y en a déjà eu, et on a été capable collectivement de faire quelque chose. Alors le fait est que c'était sous leadership américain, pour des raisons évidentes, c'est eux qui avaient le stock d'or et c'est eux qui avaient eu le capital productif le moins entamé la Seconde Guerre mondiale. Donc le système fonctionne assez bien, c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses en France, c'est une période de rattrapage économique de la France, de l'Europe et du Japon. Le système fonctionne bien jusqu'à la fin des années 60, en particulier parce que le système était ancré non seulement sur les États-Unis, mais sur le dollar. Et que ça avait été montré par des économistes, dont un économiste belge, Triffin, montrait qu'on ne pouvait pas être à la fois une monnaie de réserve internationale, avoir un commerce ouvert et garantir une parité fixe. Il y avait une incohérence dans le système qui a été accélérée par la guerre du Vietnam, qui a fait sortir beaucoup de dollars des États-Unis, qui a été accélérée par l'ouverture du commerce. Le général de Gaulle, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, avait dit « Écoutez, moi, les dollars, c'est bien, mais je les renvoie et je veux de l'or à la place ». Tout ça crée des tensions. Ce système, finalement, touche ses limites au début des années 70, avec 2 dates que je veux rappeler qui sont importantes pour notre réflexion ce matin. Alors, je vais commencer par la dernière, le 15 août 1971. On va fêter le 50e anniversaire bientôt. Nixon prend tout le monde de court et déclare qu'il suspend temporairement, ça fait 50 ans que ça dure, la convertibilité du dollar en or. Donc le dollar ne vaut plus, enfin l'once d'or ne vaut plus 35 $, mais un peu plus maintenant, 1700, 1800, 1900, je n'ai pas regardé récemment. Alors c'est non seulement intéressant parce que ça veut dire qu'on passe d'un système organisé autour du dollar à un système où mentalement on est dans le marché. Et aujourd'hui, si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire un dollar vaut X euros, formidable. Alors un euro, ça vaut combien? Un euro, ça vaut Y dollars. Et puis ça change tous les jours. Et donc mentalement, on est passé d'un système organisé, fixe, où on ajuste, à un système où ça bouge tous les jours. Et où le marché est le système qui, par défaut, donne de la valeur à ce qui nous préoccupe tous les jours. Ça, c'est très intéressant. Au-delà des monnaies, on est passé dans un système, et qui d'ailleurs a envahi les normes comptables. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions, on parle bien de market value, de fair market value, de mark to market, etc. C'est bien le marché qui devient le système par défaut dans lequel on opère aujourd'hui. Et quelques mois auparavant, le 13 septembre 1970, dans un article retentissant, Milton Friedman, grand économiste américain, dans le New York Times, prend parti dans un débat qui agitait les États-Unis à l'époque, qui était de savoir si General Motors devait ou non ouvrir son conseil d'administration. Alors rappelez-vous, General Motors, à l'époque, on disait ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors, et ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique. Donc c'était quand même l'entreprise
vraiment qui incarnait l'Amérique par excellence. Et donc le débat était de savoir s'il fallait ouvrir le conseil d'administration de General Motors à 3 personnes représentant, à l'époque on disait public interest, aujourd'hui on dirait peut-être stakeholder, société civile, enfin, j'en sais rien, en tout cas d'ouvrir à des, non pas des indépendants, mais des gens qui représenteraient l'intérêt public. Et Milton Friedman dit, ça c'est n'importe quoi, ce serait pure unadulterated socialism. En gros, vous dénaturez le capitalisme, et le titre fameux, l'objet de l'entreprise, c'est d'accroître ses profits. Alors, il y a quelques notes de bas de page dans l'article, et c'est un tout petit peu moins direct que ça, mais fondamentalement, le message est celui-là. Et donc, entre septembre 70 et août 71, on voit bien d'un côté le système de marché qui s'impose à notre réflexion, et de l'autre, le fait qu'on admet finalement que le profit devient l'objet, la fin en soi de l'activité de l'entreprise. Ça trouve une incarnation politique quelques années plus tard avec les élections de Thatcher en Grande-Bretagne et de Reagan, ce qu'on appelait la révolution conservatrice, le modèle néolibéral, un peu plus tard pour le monde entier le consensus de Washington. Et donc après le cycle des 30 Glorieuses, on a eu ce cycle néolibéral qui fonctionne plutôt relativement bien, comme le cycle précédent, qui d'ailleurs trouve un nouveau souffle après la chute du mur de Berlin, où on dit, bah, ça y est, c'est la fin de l'histoire. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là, on dit, bah, ça y est, c'est génial, j'ai 20 ans au moment où le système triomphe, et j'ai fait les bonnes écoles, formidable. Bon, évidemment, la suite du film n'a pas été exactement conforme au teaser, et on voit bien avec la crise financière 2007-2008 que ce modèle a touché ses limites. Alors là, cette crise, ce n'est pas l'objet d'en parler aujourd'hui, mais elle a un certain nombre de causes. C'est d'abord et avant tout, non pas une crise mondiale, même si dans le jargon économique, on parle de Global Financial Crisis. Je me souviens de mon premier entretien à la Banque mondiale avec le ministre indien des Finances qui me dit « Vous êtes gentil, quand c'est une crise avec l'Europe et les États-Unis, vous dites que c'est mondial, quand c'est chez nous, c'est asiatique. » Je dis « Oui, fair enough », effectivement. Mais c'était une crise nord-atlantique. C'était un problème des systèmes financiers européens, américains. Pour le coup, ni les Chinois, ni les Indiens, ni les Brésiliens, ni personne d'autre n'avait à voir dans cette crise. Donc c'était une crise nord-atlantique. C'était une crise de l'innovation. C'était un moment où, d'une certaine manière, la finance innovait sur elle-même. Je défie quiconque dans cette salle de m'expliquer quel bien commun a pu produire la création des CDO au carré ou au cube, par exemple. Il y a quelques autres bricolos de cette nature à cette époque. Donc crise de l'innovation, crise de la régulation, qui n'est pas un accident. La crise de la régulation, rappelez-vous, Reagan, dans son discours inaugural en janvier 1981, dit « Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème ». Et donc on est dans un système où la régulation a fait retraite. Rappelez-vous, en 2007, la bataille boursière autour d'ABN AMRO, vous avez d'un côté Barclays, de l'autre RBS, qui n'avaient pas le moindre sou de capital, et le régulateur anglais disait « Mais ça, c'est leur problème ». Et donc, on a laissé faire. Donc, on a un problème de régulation et de supervision qui n'avait pas été traité. Et ça, ce n'était pas un accident, ça faisait partie du modèle. Et puis, on a eu plus fondamentalement une crise de la mondialisation, où d'un côté, on a une mondialisation financière et technologique qui est allée extrêmement vite, et de l'autre, une mondialisation éthique et légale qui est allée extrêmement lentement. Et là aussi, je ne résiste pas à l'idée de citer le gouverneur de la Banque d'Angleterre le lendemain de la faillite de Lehman Brothers, en 2008, qui expliquait, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008, Lehman Brothers US, dans la nuit, rapatrient tout ce qu'ils peuvent de tous les Lehman de la planète. Mes copains qui géraient les Lehman en France, en Grande-Bretagne, etc., sont arrivés le matin, il n'y avait plus rien. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre a dit, bah voilà, quand tout allait bien, Lehman est une entreprise mondiale, mais elle meurt aux États-Unis. La mondialisation s'arrête quand les drames commencent. Tout ça se traduit par une grande crise de confiance, qui était déjà un peu larvée avant, mais qui s'est accélérée. De défiance vis-à-vis de la finance, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis des élites en général. Et là aussi, on est dans un public français, mais c'est une référence que j'ai utilisée aux États-Unis aussi. Vous vous en souvenez peut-être, été 2008, le grand débat, c'est la création du revenu de solidarité active de Martin Hirsch. Et on débat pendant tout l'été de RSA de savoir s'il faut faire un pilote ou l'étendre à toute la France, s'il faut consacrer 300 millions ou 500 millions ou 700 millions d'euros. Vous regardez les journaux, c'était les débats dans la presse nationale française de l'été 2008. Arrive la faillite de Lehman Brothers, le plan qu'on avait appelé à l'époque plan de soutien au financement de l'économie française, pour ne pas dire plan de soutien aux banques, ça aurait été moins populaire. Et là, Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde expliquent qu'on va mobiliser 420 milliards d'euros pour le financement de l'économie française, techniquement pour le système financier. Moi, j'étais au Crédit Agricole à l'époque, j'allais très souvent rencontrer les sociétaires, les actionnaires, etc. Et les gens me disent, attendez, on met 2 mois à pas trouver 1 milliard pour les pauvres, et là, en 2 semaines, on trouve 400 milliards pour les banques. Les banques égale les riches, les puissants, etc. Quand je raconte l'histoire aux États-Unis, ils ont exactement la même chose. On a trouvé 700 milliards au Congrès en 15 jours, alors que
Voilà, what's in it for me? Donc là, on a vraiment une des racines de la défiance dans nos sociétés. Quand le système a l'air de craquer, on va au secours des puissants, mais en régime de croisière, bah, les pauvres, bah, on voit ce qu'on peut faire, mais... Et donc, on a donc voilà l'agenda financier sur un siècle. Encore une fois, de manière extrêmement simpliste et à grands traits. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'au tournant des années 70, on a ce début de petite musique sur le développement durable. Le rapport du Club de Rome, ça, pour les plus âgés d'entre vous, ça dira peut-être quelque chose, sur les limites de la croissance, en 1972. En 1988, les Nations Unies publient leur premier rapport sur le développement durable, le rapport Brundtland. En 1992, vous avez à Rio la première réunion internationale sur l'agenda 21, donc sur le développement durable. Adoption, au tournant du millénaire, des Millennium Development Goals par les Nations Unies, et puis toute la série des COP jusqu'à COP 21. Et donc, on a en parallèle un modèle financier qui se transforme, les 30 Glorieuses, le modèle néolibéral, la crise est quelque chose qui se cherche, et puis en même temps la montée en puissance, mais sur des tracks parallèles, de la réflexion sur le développement durable. Qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008-2012 ? La réponse à la crise, en fait, elle a d'abord été, et avant tout, été réglementaire. D'une certaine manière, on a colmaté les brèches, mais on n'a pas fait le grand carénage du bateau. On a dit, voilà, on va augmenter les ratios. Moi, j'ai été payé pour ça comme directeur financier de banque. On va augmenter les ratios de fonds propres, les ratios de liquidité, les normes, les risques, etc. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais on n'a jamais discuté les failles du système. On n'a jamais discuté la philosophie du système. On ne s'est jamais posé la question de, au fond, quelle économie voulons-nous et comment voulons-nous financer cette économie? On a réfléchi sur les moyens et pas sur les fins. Alors, il y a eu un petit écart par rapport à cette tendance en 2015. En 2015, il y a eu 3 grandes conférences qui ont été, d'une certaine manière, le moment où l'humanité rassemblée, et je dis vraiment rassemblée à l'époque, rappelez-vous la poignée de main Xi Jinping, Barack Obama, ça paraît il y a 2 siècles, mais enfin c'était il y a 5 ans, 6 ans, s'est mis d'accord, alors en juillet, ça s'est moins entendu, en Éthiopie sur le financement du développement, en septembre à New York sur les objectifs de développement durable, c'est le pins que j'ai ici, et à Paris en décembre sur le climat. Donc en 2015, l'humanité a signé une feuille de route. On ne va pas la réinventer, de toute façon dans le monde d'aujourd'hui, c'est juste impossible de refaire un accord là-dessus. Donc il vaut mieux qu'on s'accroche à celui qu'on a, même s'il n'est pas parfait. On a cette feuille de route. Le problème, moi j'étais très actif dans les débats de l'époque, c'est qu'on s'est donné des objectifs, mais qu'on n'a pas réfléchi, pour des entrepreneurs, ça va vous choquer, on n'a pas réfléchi aux moyens d'y arriver. On a fait des modèles et on a dit, bah, écoutez, c'est formidable, il suffit de mobiliser 3 000, 4 000, 5 000 milliards de dollars par an. Et voilà, et c'est pas grand-chose, parce que l'épargne mondiale, c'est 300 000 milliards, et donc il suffit de faire varier. Bon. Donc tout ça, en bonne macro, ça marchait. Et on s'est dit, bah, ça va marcher, parce qu'on a cru, et je le dis d'autant plus que j'ai en partie cru, j'étais probablement des plus sceptiques, on a cru que finalement il y avait un tel enthousiasme derrière les accords de 2015 que ça allait marcher tout seul, que le système, d'une certaine manière, la pression des pairs allait nous tirer vers le haut et pas vers le bas, et que, d'une certaine manière, en se marquant à la culotte, on allait tous faire des progrès. On a cru que la bonne volonté de certains allait entraîner tout le monde, donc on s'est caché derrière quelques leaders charismatiques, derrière quelques organisations, etc. On dit formidable, regardez, et on citait toujours les mêmes. Regardez telle entreprise, regardez, etc. Et on ne s'est pas rendu compte que la bonne volonté, c'est formidable, mais c'est très fragile. Il suffit que le dirigeant change pour que les priorités changent. C'est en plus, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle le washing. Pas mal de gens disent, très bien, on veut faire du verre, je vais faire du verre, puis je vais mettre un coup de peinture, et puis on va se sentir mieux. La réalité, c'est qu'on n'a pas touché au système. On a mis des objectifs ambitieux dans un système qui n'était pas le bon. Et dans un système qui ne récompense pas naturellement les bons comportements et qui ne punit pas naturellement les mauvais. Je suis désolé, je prends des catégories morales, c'est pas très élégant, mais enfin, ça parle. Et donc, on se retrouve à un moment où, finalement, juste avant le Covid, le compte n'y était pas. On n'était pas du tout en ligne sur le climat, on n'était pas du tout en ligne sur le développement durable. En plus, préoccupation, en tout cas qui commence à s'imposer davantage, les inégalités, dans les pays avancés notamment, commencent à faire parler. Brexit, Trump, etc. Les gens s'interrogent en disant, oui, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi le social. Et on voit bien que tout ça commence à créer de l'inquiétude avant même le Covid. Alors là, j'ai retrouvé, pendant le confinement, j'ai relu les mémoires d'Adrien, que certains d'entre vous ont peut-être lu, de Marguerite Yourcenar. Je partage avec vous cette phrase qui, pour moi, résonne extraordinairement aujourd'hui. Donc, les mémoires d'Adrien, Adrien, empereur vieillissant, médite sur le pouvoir et sur la chute de Rome. Il dit, comment est-ce que je peux l'empêcher? Et Adrien dit, je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je retarder ce moment,
où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas. Alors évidemment, quand j'ai proposé dans le livre que j'ai écrit, j'ai pris cette citation. L'éditeur a un peu tordu le nez sur le mot esclave, mais c'est pas très élégant. Je dis, c'est pas moi, c'est Marguerite Yourcenar. Bon, ok. Mais voilà, si vous transcrivez les mots barbares et esclaves, vous voyez bien que quand les États-Unis font un mur avec le Mexique, on n'est pas très loin du limes romain. Et quand on distribue des revenus minimums, on n'est pas très loin du panem et de circenses romain non plus. Donc est-ce qu'on est en train de réinventer un moyen de retarder la chute de l'Empire romain ou est-ce qu'il faut qu'on aille un peu plus loin? Donc tout ça commence à cristalliser avant le Covid. Le Covid arrive. Alors là, on a écrit, le Covid, c'est une crise du capitalisme, une crise de l'économie, une crise de la mondialisation, etc. On a tenu beaucoup de sornettes. Non, des pandémies, il y en a eu à tous les siècles et sous toutes les latitudes. Donc faut pas, ça arrive. Il est possible qu'il y en ait un peu plus du fait des relations de plus grande proximité entre l'homme et la nature. Bon, ça, on verra. On ne sait toujours pas très bien d'où vient le virus. Mais au-delà de la question sur l'origine du Covid, le Covid, ça a été rappelé par la ministre tout à l'heure. D'abord, il accélère un certain nombre de tendances, la tendance au numérique, mais aussi la tendance aux inégalités. Regardez aujourd'hui le classement Challenge, comme les classements aux États-Unis il y a quelques semaines, montrent que les très riches sont encore plus riches alors qu'on a détruit des emplois et que la population est plus atteinte. Surtout qu'aux États-Unis, il y a eu des fuites de l'IRS montrant que non seulement ils étaient plus riches, mais ils n'avaient pas payé d'impôts depuis 15 ans, ce qui pose un peu un problème. Donc on a une accélération d'un certain nombre de tendances problématiques. Deuxièmement, ça met en avant le fait que les failles du modèle n'ont pas été traitées, c'est-à-dire que les sujets qui n'ont pas été traités après la crise financière ne sont toujours pas traités aujourd'hui. Et troisièmement, ça a mis en évidence aussi le maintien d'une certaine forme d'égoïsme international. Ce que j'avais appelé dans un livre précédent, la tendance à préférer s'immatriculer dans l'Ohio, Own House in Order, c'est-à-dire je préfère tous ces problèmes, le climat, les réfugiés, là, voilà, c'est très compliqué, je préfère le Brexit, je préfère America First, je préfère m'occuper de mes problèmes chez moi et surtout pas du reste du monde, donc je m'occupe de moi, au lieu d'aller m'immatriculer en Californie, Collective Action. Il y a un an, la Banque mondiale, les Nations unies disent qu'il faudrait mobiliser 2 à 3 000 milliards pour les pays les plus pauvres, résultat du G20, 15 milliards. C'est ça, donc l'égoïsme prédomine. Et donc, on voit que ce Covid nous force à nous poser un certain nombre de questions, y compris dans le domaine financier. Ça veut dire quoi des taux zéro? Enfin, quand j'étais étudiant, la seule expérience de taux négatifs, c'était Hong Kong, je crois, en 1987, qui pour 15 jours avait pris des taux négatifs pour réajuster la parité entre le dollar de Hong Kong et le dollar américain. Ça faisait une petite boîte dans un bouquin de finance, ça n'arrive jamais, mais ça peut arriver. Maintenant, ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a 10, 15, 20 000 milliards de dollars qui sont à taux négatifs. Enfin, je ne sais pas si vous allez essayer d'expliquer à vos enfants, tu vas me prêter ça et je te rendrai moins demain, c'est compliqué. Enfin, donc voilà, ça c'est une première question par exemple. Deuxième question, on est tous un peu comme la poule devant un couteau avec les cryptocurrencies et le bitcoin. Ça veut dire quoi dans notre rapport à l'argent, à la monnaie? Sans parler évidemment de savoir si l'argent est vraiment gratuit, si on peut s'endetter éternellement, etc. Donc on voit bien que même la finance, elle est questionnée. On n'a pas changé nos modèles, on continue à garder exactement les mêmes modèles de valorisation, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même un environnement qui est un peu basculé autour de nous. Et donc le constat qu'on fait en sortie de Covid, c'est que finalement, Friedman et Nixon demeurent. Le système dans lequel on évolue aujourd'hui, il est toujours le système qui a émergé des années 70. C'est vrai des normes comptables, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai des modes de rémunération, c'est vrai des obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent, c'est vrai des règles de gouvernance dans les entreprises. En gros, ça ne vous empêche pas de faire des choses bien, mais ça ne vous incite pas et ça ne vous récompense pas. Et c'est pour ça que c'est ma faiblesse. C'est pas, encore une fois, que vous tous ici fassiez des choses bien, c'est formidable. Et il faut. Mais ce n'est pas ça qui va transformer le système. Le système, il se transforme quand il y a des règles, quand il y a une pression. Et on voit bien que ce système friedmanien, il a été extrêmement efficace, mais qu'il a montré ses limites. Et notamment, qu'il pousse l'optimisation au maximum sans penser à la résilience. Et là aussi, on pourrait peut-être se poser des questions. J'ai plein d'exemples de ce côté-là. Et développant ce que j'ai appelé un capitalisme Excel ou PowerPoint. Ça marche sur mon tableur. Ah mais zut, le Brexit, c'était pas dans mon tableur. La Chine dans l'OMC, formidable, ils vont devenir comme nous. Ah ben non, ça n'a pas marché comme prévu. Mais pourtant, dans mon tableur Excel, c'était bon, etc. Et donc, on voit bien qu'on arrive à un moment où, en plus, on a un individualisme sociologique qui se couple à cet utilitarisme économique, qui fait qu'aujourd'hui, les solidarités géographiques sont mises à mal, qu'au fond, Paris n'a pas besoin de la province, pas plus que Londres n'a besoin de la province, je pousse le trait un peu fort, que dans une entreprise, bah, finalement, on coupe, on redécoupe, etc., c'est pas très grave. Les solidarités familiales sont sous pression. Et donc, on a un modèle qui est fragile et dont on pèse aujourd'hui la fragilité tous les jours. Le modèle financier n'a pas changé.
il repose toujours sur l'analyse risque-rendement. Et ce modèle risque-rendement, il n'intègre pas, naturellement, la capacité à faire face à la crise climatique, environnementale et sociale. Ça ne fait pas partie du modèle. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de maximiser le profit. Et c'est tout. Et tout le système est organisé comme ça. Et donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que si on ne rentre pas dans le modèle, c'est-à-dire que si on n'ouvre pas le capot, si on ne prend pas sa boîte à outils, si on ne met pas les mains dans le modèle pour faire les ajustements, on n'y arrivera pas. C'est une question d'operating system. Je pense qu'il faut faire peut-être un changement ou au moins un upgrade de l'operating system qui est une nécessité. Le profit, c'est intéressant. Le profit, ce n'est pas mal en soi. Évidemment, et j'étais très heureux de ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, il y a une formule dont j'ai beaucoup parlé avec un professeur d'Oxford qui s'appelle Colin Mayer, qui dit l'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, l'objet de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Et c'est parce que vous trouvez des solutions que vous avez le droit d'être profitable, que votre profit est légitime et qu'en plus il s'inscrit dans la durée. Le profit n'est pas une fin en soi, le profit est un moyen en vue d'une fin. Et le profit, vous le savez tous dans cette salle, c'est des revenus moins des coûts. Il y a plein de manières de calculer les revenus. Et il y a plein de manières de calculer les coûts. Donc on va arrêter de m'expliquer que le profit, c'est comme ça. Je veux dire, le profit, c'est un outcome. Je ne sais pas comment on dit en français. Ça me dit, je vais être encore plus provocateur, c'est une norme sociale. Comment définit-on le profit? Et je pense qu'il vaudrait mieux définir la performance que le profit en réalité. Quelle contribution on apporte et comment on est rémunéré de cette contribution et de cette performance. Et donc c'est bien ce travail qu'il faut faire. C'est un travail qui va prendre énormément de temps. Parce qu'on ne va pas faire ça, c'est pas juste changer 3 normes comptables, c'est tout un système. Et ce qui est très intéressant, c'est que Friedman avait très bien compris ça, parce que Friedman avait dit, je savais que le système précédent allait faillir, mon système était prêt quand le système s'est planté. Le problème, c'est que notre système, il n'est pas prêt, alors que l'autre est en train de se planter. Donc moi, je crois fondamentalement à l'économie de marché. Je pense que c'est le meilleur système qu'on ait trouvé pour allouer des ressources sous contrainte, vraiment. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'en écarter. Simplement, il faut réfléchir aux contraintes qu'on pose à l'économie de marché. Et je pense qu'il y en a 2 sur lesquelles on peut agir. Si on veut faire de cette économie, en lien avec 2015, un modèle qui soit inclusif, durable et résilient, qui sont vraiment les 3 pôles qu'il faut développer aujourd'hui. D'un côté, c'est le marché. Dans l'économie de marché, il y a un mot intéressant, c'est marché. Le marché, c'est nous tous. Nous comme entrepreneurs, nous comme consommateurs, nous comme investisseurs, nous comme collaborateurs dans les entreprises. Là aussi, on a la capacité à faire entendre notre voix. On passe d'un système, et je suis sûr que vous l'expérimentez chacun dans vos entreprises, où il y a 5 ou 10 ans, faire ce genre de choses, c'était bien parce qu'on se sentait mieux, on pensait que c'était pas mal, c'était de la RSE light. Aujourd'hui, il y a toute une série de secteurs où si on ne le fait pas, les consommateurs ne viennent plus chez vous. Les investisseurs n'investissent plus chez vous. Regardez ce qui se passe avec Exxon, c'est extrêmement intéressant. Exxon était la première capitalisation boursière mondiale en 2013. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le top 50 américain. Donc il se passe quelque chose. Donc le marché peut indiquer une voie. Pas tout seul. Et c'est là qu'il faut effectivement avoir, comme quand on parle d'eau, l'eau, quand on la laisse filer, elle suit la ligne de plus grande pente. L'économie de marché, quand on la laisse filer, elle suit la ligne de plus grande pente. Si vous mettez 2 digues, la digue du marché et la digue de la réglementation, vous l'emmenez au bon endroit. Et vous ne changez pas fondamentalement. Et pour moi, c'est cette bascule qu'il faut faire. Passer de la bonne volonté de quelques pionniers à un changement de système. Et quand on pousse dans le domaine financier, c'est ajouter un 3e pied au couple risque-rendement. D'une certaine manière, au 19e siècle, on visait le rendement. Enfin, c'était facile, le risque n'était pas vraiment mesuré ni mesurable. Une mine était épuisée, on allait creuser un peu plus loin. Un champ était épuisé, on allait creuser plus loin. De toute façon, la planète n'était pas encore complètement explorée. On pouvait coloniser la Sibérie, le Far West, l'Afrique, etc. Au XXe siècle, on a construit l'industrie financière autour du couple risque-rendement, qui est à la base du venture, à la base du private equity, à la base de tous les modèles d'évaluation des marchés financiers. Je pense qu'au XXIe siècle, il faut ajouter l'impact ou la durabilité. Un 3e pilier et l'intégrer. Et ce n'est pas hors de portée. Quand on parle de TRI, aujourd'hui, le TRI, on dit « Ah, c'est super, ça fait un TRI de 9,5%. » En réalité, c'est la synthèse de plein de choses. Donc, on a réussi à résumer de manière très simple quelque chose de très compliqué. On peut le complexifier un peu plus, ce n'est pas hors de notre portée. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. C'est un travail de très longue haleine, je vous dis, c'est un travail de 10 ou 20 ans. Alors, la difficulté à laquelle on se trouve confronté, c'est que contrairement à 1945 et contrairement à 1980, il n'y a plus de leadership dans le monde. Il n'y a pas de maître du monde qui va prendre la décision pour nous. Et vous avez, pour faire court, 3 plaques. Vous avez une plaque chinoise, vous avez une plaque américaine, vous avez une plaque européenne, vous avez des Britanniques qui sont un peu au milieu, puis des émergents qui sont un peu en spectateur. Et moi, je crois, et je milite pour ça, je pense que l'Europe a un rôle clé pour définir ce qu'est ce capitalisme durable. On a pris une certaine avance à la mode européenne en réglementant. C'est ce qu'on sait faire.
comme avait dit le numéro 2 de Christine Lagarde au FMI, tu vois, Bertrand, vous avez un peu tout perdu, mais il vous reste deux choses. Vous pouvez taxer ce qui peut l'être et vous pouvez réglementer ce qui peut l'être. Je dis, bon, merci. Quoi d'autre? Et donc, on a la taxonomie. Alors là, on peut parler de ses limites. Il y a les directives qui sont sorties cette année, le Green Deal, le Green Recovery, etc. On a plutôt un peu d'avance. Mais cette avance, elle s'effrite. Et ces sujets devenant des sujets de compétitivité internationale, je viens des États-Unis, c'est un sujet que Biden a très bien compris. Et on voit bien les acteurs américains, les Bloomberg, les BlackRock, les S&P, les Moody's, etc., bien comprendre que tous ces sujets-là vont devenir très stratégiques. Les Chinois sont d'ailleurs pas en reste. Et donc, pour moi, on va avoir une bataille de normes sur ces sujets-là, qui ne va pas être une bataille très simple, qui va être une bataille intellectuelle et politique. Il y a plusieurs scénarios. Soit on a 3 plaques, et ça va être compliqué. Soit on a une plaque occidentale parce qu'on arrive à faire affaire avec les Américains, ou peut-être qu'on aura une plaque mondiale avec le risque que ça soit une plaque un peu tiède et on ne comprenne pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est ça pour moi le sujet. Et la question, elle est très simple. Qui va dire ce qui est bien ou mal dans 15 ans? Et là aussi, je prends des critères un peu d'ordre moral. Et je vous prends un exemple. Vigeo, qui était l'entreprise qui avait été créée par Geneviève Ferron, reprise par Nicole Notat. Vigeo était racheté par Moody's. Dans les questionnaires Moody's adressés aux entreprises, peut-être certains d'entre vous sont notés par Vigeo, on a ajouté une nouvelle question. Quelle est la diversité ethnique dans votre entreprise? Vous savez bien qu'en France, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Vous n'avez pas demandé l'ethnicité de vos collaborateurs. Et donc, a priori, c'est plutôt une mauvaise note. Vous voyez bien que c'est une question de vision du monde. Ce n'est pas juste une question technique. Et ce que j'essaie de dire depuis plusieurs années, c'est que ces questions-là, la question des normes comptables, ce n'est pas une question technique. La question des modes de rémunération, ce n'est pas une question technique. C'est des questions de mode de vie, de vision du capitalisme. Il ne faut surtout pas sous-traiter ça juste aux techniciens. Il faut qu'on s'empare de ces sujets, parce que c'est bien ces sujets qui vont dire demain au fonds souverain du Koweït ou au fonds de pension de Singapour, ah ben oui, je vais là ou je vais là, parce que c'est bien ou c'est mal. Encore une fois, je vais être caricatural et ça ne se passera probablement pas comme ça. Mais si les gens disent, ah ben la bonne voiture électrique, parce qu'elle est plus durable, c'est Tesla et pas Renault, bah, on aura nos yeux pour pleurer. Et donc, il ne faut pas qu'on soit naïf sur ce sujet-là. On s'est déjà fait avoir il y a 20 ans sur les normes comptables, il ne faut pas qu'on recommence. Alors, pour conclure, parce que je n'ai pas de montre, je ne me rends pas compte si je suis très au-delà du temps, pour conclure, juste une douzaine de principes que je voudrais partager avec vous très, très rapidement sur la manière d'anticiper ces questions. Le premier, c'est d'être, comme je l'ai dit, ambitieux. Ce n'est pas incrémental. Il faut vraiment rentrer dans le cœur du système et le transformer, tout en sachant qu'il n'y aura pas de grand soir. Quand je dis ça, les Français, ils aiment bien la Révolution, ils coupent les têtes, ils pensent qu'on abolit les privilèges, etc. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc il n'y aura pas de grand soir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Deuxièmement, il faut avoir une approche systémique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un petit bout sur le climat, un petit bout sur la biodiversité, un petit bout sur les inégalités, un petit bout sur ceci ou sur cela. Je pense qu'il faut prendre le sujet dans son ensemble. Et pour être un peu simpliste aussi, la santé des individus, elle est liée à la santé de l'économie, à la santé de la planète. Tout ça fonctionne ensemble et c'est bien le système qu'il faut travailler. Il faut garder le principe d'optimisation. Simplement, il faut l'adapter. Il ne faut pas adapter, il ne faut pas optimiser à tout prix, mais optimiser au mieux. Garder l'idée de résilience et l'intégrer. Développer des racines. Il faut, et ça c'est très compliqué, développer la coopération entre les secteurs publics et privés à grande échelle. Je pense qu'il n'y a aucun des objectifs qu'on s'est fixés qui ne peut être atteint que par l'un ou par l'autre. Donc là aussi, en Europe, je pense qu'on a cette tradition et qu'il faut la valoriser. Il faut utiliser la transformation numérique. Et d'une certaine manière, la finance et le numérique ont partie liée parce que c'est tous les deux une partie de la solution et tous les deux une partie du problème. Au sens où les gens ont peur de la finance et peur du numérique, comme ils ont des espoirs dans la finance et dans le numérique. Donc ça veut dire qu'il faut développer une éthique. Il faut apprivoiser ces deux côtés. Et là aussi, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut garder le principe, 6e point, que c'est au service de l'homme et pas l'inverse. C'est bien la finance qui est au service de l'économie et l'économie au service de l'homme. Et pas, la chaîne ne se décline pas dans l'autre sens. L'homme n'est pas une variable d'ajustement dans le système économique. Gardez l'idée, et ça, les révolutionnaires ont mis un peu de temps à le trouver, que la fraternité, c'est important. Là aussi, je citerai le pape avec Fratelli Tutti, mais je pense que liberté et égalité se résolvent en partie dans la fraternité. On n'aura pas de valorisation dans des entreprises sans prise en compte des valeurs. Alors ça fait mieux en anglais, values, mais enfin bon, en français, on va dire comme ça. Et là, je vais partager une anecdote avec vous qui était pour moi l'anecdote coup de poing des 15 dernières années. En 2008, on organisait avec l'Institut Montaigne le premier colloque, avant même la faillite de Lehman Brothers, sur la crise. Je me retrouvais sur scène à côté de Paul Volcker, qui avait été l'ancien président de la Réserve fédérale américaine. Et Paul Volcker reçoit une question de la salle et on lui dit « Monsieur Volcker, vous êtes très dur avec les gens de Wall Street, comment pouvez-vous être aussi dur? On fait que notre métier après tout et donc ne nous engueulez pas, voilà, on est dans un système, voilà, on fait ce qu'on nous demande. »
Et Volcker avait eu ce mot très dur en disant « Je vais vous dire ce que je disais à mon petit-fils la semaine dernière, qui mon petit-fils travaille à Wall Street, je parle pour Volcker, et qui me dit « Grand-père, t'exagères, t'es très dur avec moi ». Et je lui dis « Je vais te dire, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg ». Voilà, c'était un peu raide. Et il dit « Voilà, vous êtes les mieux payés de la planète, vous êtes les plus diplômés de la planète, ne me faites pas croire que vous ne savez pas ce que vous faites. » Et donc, vous êtes dans un système, si vous ne vous interrogez pas sur ce système, vous êtes irresponsable. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le système. Je veux dire que je me suis senti... voilà, ça a commencé à gamberger à ce moment-là. Neuvièmement, je pense qu'il faut aussi, ça c'est le métier de Blue Orange, éviter le mur défensif. C'est très bien de dire on va reproduire en France. C'est très bien de tout ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'Europe a 500 millions d'habitants, on en parlait hier soir, et l'Afrique 1,5 milliard. Dans 30 ans, on sera toujours 500 millions, peut-être un peu moins, et ils seront 2,5 milliards. Et en 2100, on sera probablement 400 et ils seront 4 milliards. On ne peut pas construire un mur, ce n'est pas possible. Donc il faut certes renforcer notre territoire, mais on ne fera pas l'impasse sur une relation entre nos pays, les pays du G7 et de l'OCDE pour faire court, et les pays émergents en développement. C'est absolument essentiel et il ne faut pas le faire d'une certaine manière, pas refaire des gilets jaunes planétaires, il faut avoir un vrai partenariat. Ce n'est pas les bobos de l'OCDE qui vont expliquer au reste du monde, écoutez, on a déconné pendant 200 ans, mais on a compris, maintenant vous allez faire comme nous. Il faut vraiment aller... à leur rencontre. Dixièmement, je pense qu'il faut qu'on change, qu'on passe d'une culture du mieux à une culture du plus. Alors ça veut dire quoi? C'est sympa comme concept, ça passe bien, mais ça veut dire notamment réfléchir à nos instruments de mesure. De manière très intéressante, les deux instruments de mesure qu'on utilise aujourd'hui, la comptabilité nationale et la comptabilité privée, elles sont nées après la crise de 29. Ça, c'est une découverte que j'ai refaite pendant le confinement. Quand Keynes a écrit sa théorie générale, il n'y avait pas de PNB. Le PNB, ça a été créé par la comptabilité nationale en France, aux États-Unis, après la crise. Et c'est bien comme ça qu'on mesure notre richesse collective. De même, Roosevelt, avec le New Deal, a créé la SEC, les autorités de marché américaines. Il l'a confiée à Joe Kennedy, le père de toute la tribu. Et la première décision de Joe Kennedy a été l'harmonisation des normes comptables. Il a dit, on ne comprend rien à ce que vous faites, chacun fait sa compta. Et donc, les normes comptables, comme la comptabilité nationale, datent des années 30. Je pense qu'avec la crise financière, la crise sanitaire, la crise climatique et probablement la crise sociale, il est peut-être temps de se poser la question de savoir ce qu'on mesure collectivement et ce qu'on mesure dans nos entreprises. Et là aussi, il y a un petit travail, parce que vous savez bien qu'on ne change que ce qu'on mesure. 11e point, j'arrive au bout. Nous devons tout ça aux plus jeunes. Là aussi, le développement durable, je reprends la définition des Nations Unies, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Ça veut dire qu'en gros, on peut faire des choix, mais qu'on laisse à la génération suivante la capacité de faire ses propres choix. On ne préempte pas les choix des suivants, on ne les met pas dans un corner. Et aujourd'hui, la force est de constater que quand on regarde les plus jeunes, on leur laisse un passif financier, on leur laisse un passif climatique, on leur laisse un passif social, et on leur laisse pas beaucoup d'actifs à côté. Donc je pense qu'il est urgent de rééquilibrer notre bilan avant la succession. Et dernière idée, effectivement, il ne faut pas que ça soit juste des idées ou des recettes. Et ça, c'est important. Plein de gens l'ont dit. Gandhi avait dit « sois le changement que tu veux ». Tolstoï avait dit « tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même ». C'est très compliqué, on est tous schizophrènes. Mes enfants passent leur temps à me dire « papa, t'es sympa avec ton développement durable, mais tu continues à prendre l'avion. Papa, t'es sympa avec ton développement durable, mais tu t'es encore trompé de poubelle dans le tri sélectif, etc. » Je pense que ça commence là. Si on ne commence pas nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un qui va décider avec une baguette magique de le faire pour nous. Et donc pour conclure, permettez-moi juste deux petites citations. La première de Jean Giraudoux, alors je ne sais pas si on le relit encore. Jean Giraudoux avait écrit en 1936 « La guerre de Troie n'aura pas lieu », qui anticipait la Seconde Guerre mondiale. Donc la guerre de Troie, c'est Ulysse et Hector qui discutent pour éviter la guerre. Et en gros, ils disent on est des gens intelligents, on va dire la guerre c'est crétin, on ne va pas laisser tuer nos gens, brûler nos villes, on va trouver un arrangement. Et évidemment, comme chacun sait, les portes de la guerre s'ouvrent et la guerre arrive comme la Seconde Guerre mondiale arrive. Et Ulysse, je crois, dit à Hector, le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent regarder les catastrophes depuis leur terrasse. Je pense qu'on est tous des grands dans cette salle et qu'on ne peut juste pas rester à la terrasse. Parce que comme chacun sait, quand la guerre arrive, la terrasse s'effondre et les gens tombent avec la guerre. Et la dernière, ce que je reviens des États-Unis, Theodore Roosevelt, dont j'ai découvert qu'il était le 4e au Mont Rushmore. Il y a Washington, Jefferson et Lincoln, et il y a Theodore Roosevelt. Qu'est-ce qu'il fait, ce Theodore Roosevelt? Et en fait, c'était le plus jeune président américain. Il était président à 41 ans. Il a été le symbole de l'ère qu'on appelait progressiste à l'époque. Et c'est vrai qu'en quelques années, il a fait toute une série de transformations. Je vais en donner quelques-unes. Il a créé la première agence mondiale de protection des consommateurs, l'administration des parcs naturels. Puis il a aussi présidé au démantèlement de Rockefeller, Carnegie et quelques autres.
Et donc, il était très critiqué. On lui disait, vous êtes révolutionnaire. Il dit pas du tout, I'm not advocating anything revolutionary. I'm advocating action to prevent revolution. Et je pense que c'est bien le sujet qu'on a aujourd'hui. Il vaut mieux agir avant que la révolution nous entraîne. Je vous remercie. Merci pour cette brillante présentation, Bertrand, passionnante, qui montre tout le travail qui reste à faire pour allier la bonne volonté entrepreneuriale, le changement du système et des règles et des contraintes. Voilà, ça fait un vaste programme auquel on travaille tous les jours. Alors, il y a 15 minutes pour les questions. La régie est très, très stricte. Qui veut prendre la première question ou poser la première question? Contrairement à la ministre, je n'ai pas d'élément de langage. Je peux dire ce que je veux, donc allez-y. Hein. Alors, une première question, Jean-Marc, tu dois te lever et aller vers le micro. Voilà, pour des questions de Covid, pour qu'on ne passe pas le micro de main en main. Alors, je ne touche pas le micro. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour cette super présentation. Moi, j'ai une question qui m'a interpellé sur la diversité dans les entreprises. Est-ce que la diversité, ça ne commence pas par l'histoire des gens? Leur histoire, tout simplement. Non pas leur couleur de peau, non pas leurs yeux, non pas leur passeport, non pas... voilà. Qui est français de pure souche dans cette salle depuis 2000 ans? J'en sais rien. Non, certainement pas moi. Voilà, non, mais donc, vous posez... En fait, c'est une question qui ouvre... qui est précisément au cœur des questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde agite le mot ESG, environnement, social, gouvernance. Dans l'environnement, on a à peu près un accord sur le climat. Bon, ça fait 20 ans qu'on a les rapports du GIEC, tout chaque année, et on comprend que c'est de plus en plus grave. Et donc, il y a de moins en moins de gens qui disent « Ah non, ça ne marche pas, c'est pas vrai, etc. » Dans l'environnement, on a un train qui est parti un peu après, qui est le train de la nature de la biodiversité. Je pense qu'on a 10 ans de retard sur le climat, mais les rapports commencent à arriver, etc. Après, on a le pôle social. Et le pôle social, alors à part les accords sur le fait qu'il ne faut pas faire travailler les prisonniers politiques, mais on voit que c'est compliqué avec les Ouïghours, par exemple, le travail des enfants. Après, quand on rentre dans le détail, ça devient compliqué. Les sujets d'égalité homme-femme, c'est pas simple. Et alors là où vous appuyez le point, là où ça fait mal, c'est sur la question de diversité et inclusion. Parce que tout le monde a ce mot à la bouche. Mais alors là, vous garantissez, vous allez aux États-Unis et vous n'avez pas la même réponse, y compris côte Est, côte Ouest et au centre. Vous allez en Europe, vous n'avez pas la même réponse à Madrid et à Copenhague, etc. Et pourtant, on va vouloir, parce que c'est ce que j'ai, c'est la marche de l'histoire, on va vouloir mettre des critères, des ratios, des définitions, etc. Et c'est vrai que ces ratios vont être réducteurs. Et je suis absolument d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est la diversité des profils, des histoires, des personnes. Et que c'est compliqué de mettre ça dans des boîtes, de cocher des cases. Et c'est aussi un débat, là aussi, qui est très actuel aujourd'hui. Harvard en particulier, parce qu'ils sont plutôt en avance sur ces questions-là, essaie de mettre en avant ce qu'ils appellent l'Impact Weighted Account. Donc de faire des normes comptables qui prennent en compte l'impact. Et l'idée est de tout monétiser, de donner une valeur et dire telle entreprise, écoutez, elle a une valeur boursière de 50 milliards, mais en réalité, elle détruit 10 milliards par an d'environnement, de social, etc. Ou au contraire, elle vaut 20 milliards, mais elle crée 30 milliards. Et donc d'essayer petit à petit de rétablir cette perspective. Alors je suis plutôt d'accord avec cette approche, parce que je pense que dans le système actuel, monétiser, c'est plutôt bon. Le risque, et c'est là que je reviens sur ce que vous disiez, c'est qu'en monétisant, on va faire la somme de plein de plus et de moins. On va faire du net. Et en fait, le net, c'est un super instrument pour cacher le brut. Et on peut faire des trucs horribles compensés par des trucs bien, mais ça n'empêche pas que les trucs horribles restent horribles, etc. Et donc, si on va dans c'est pour ça que je pense qu'il faut que l'Europe s'exprime, qu'elle entende des gens comme vous, qu'elle arrive à un système qui soit multicritère, où on dise, non, c'est pas juste plus ou moins 3 milliards, c'est tel type d'emploi, tel type d'égalité, tel type de promotion, tel type d'opportunité, etc. Et pour moi, c'est des sujets qui sont durs et qui ne doivent pas être laissés à des techniciens. Parce que ça va nous revenir en boomerang dans 10 ou 15 ans. On va dire, attendez les gars, dans votre boîte, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc vraiment, je vous encourage à ne pas laisser filer ce train. On s'est fait avoir, pardonnez-moi d'être direct, sur les normes IFRS, où l'Europe a abdiqué il y a 20 ans par praticité en disant on va laisser à la Fondation IFRS le choix de définir nos normes comptables. Et le seul choix que l'Europe a à faire lui, c'est dire oui ou non. Elle ne peut pas les discuter. Et donc il ne faut pas que dans 20 ans, on nous dise, attendez, voilà les normes, c'est comme ça. Et la diversité, c'est défini par BlackRock, et c'est comme ça.
Les normes, c'est stratégique. Ah oui, non, mais c'est stratégique, puis en plus, c'est la manière dont on veut vivre ensemble. Quand Bien même. sûr, bien sûr. Enfin, Merci Bertrand. Pierre, tu as une question? Pierre Nouguet. Oui, merci Bertrand pour cette brillante intervention. Vous parlez de ce qu'il reste à faire pour les 10 ou 20 prochaines années. Je ne sais pas si vous êtes revenu en France pour des raisons personnelles ou professionnelles ou pour justement mettre en œuvre ce plan d'action. On est au cœur d'un sujet qui est sens et croissance demain sera ce que nous en ferons. C'est quoi votre vision dans l'exécution des 10 ou 20 prochaines années, et particulièrement si on s'intéresse à tout ce que l'Europe est en train de mettre en place, avec les propos bien évidemment du commissaire et de tout le nouveau management européen, dire fini l'Europe naïve, bien évidemment le Green New Deal, tous les modèles de données qui sont en train d'être mis en place sur l'IA, sur l'interopérabilité des systèmes. C'est quoi concrètement votre vision de l'exécution, et quel est le rôle que Croissance Plus et tous les entrepreneurs qui sont là pourraient jouer dans une vision bien évidemment systémique et qui serait capable non seulement de penser mais d'agir dans le détail? Alors, je pense qu'il faut aider l'Europe à donner le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire que l'Europe, elle sait effectivement réglementer. Après, on peut dire qu'elle le fait trop, etc. Enfin, c'est quand même sa force, c'est d'édicter de la norme. Et il faut l'aider à aller dans cette direction-là. Et donc, toutes les voix qui lui disent « Non, non, mais vous êtes dans le bon sens et nous, on pense que c'est important », c'est très structurant. Et c'est pas gagné du tout. Il y a eu un sommet du G7 en Grande-Bretagne il y a quelques semaines, où les ministres des Finances du G7 ont dit bah voilà, il faut qu'on aille dans cette direction. Et ils ont mis plutôt en avant les initiatives anglo-saxonnes. On est encore très naïf, même si on roule un peu des muscles et on dit ouais, on va pas se laisser avoir, etc. Dans la réalité, dans le dur, on est toujours un peu faiblard. Et je pense qu'on garde collectivement une révérence pour les anglo-saxons qui date de l'épisode précédent. On a acheté le modèle Friedman. Et puis, d'une certaine manière, il va bien aux élites, le modèle Friedman. On est plutôt ceux qui en profitent. Et donc, il faut accepter d'aller au-delà et de pousser. Et c'est pour ça que j'aime bien tout ce que vous dites. Enfin, vraiment, c'est partage de valeurs. Il ne faut pas que ça soit juste un slogan. Comment on y va? Comment on intègre ces dimensions environnementales? Et donc, pour moi, c'est vraiment la priorité. Je pense que j'espère que la présidence française l'année prochaine sera une étape importante. C'est vraiment d'aider l'Europe. C'est vraiment au niveau français tout seul. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin, c'est peut-être j'ai été biaisé ou j'ai eu un lavage de cerveau en travaillant 10 ans à Washington, dans des organisations internationales en particulier. Mais on ne pèse pas tout seul. Ce n'est pas vrai. On pèse parce qu'on est l'Europe. Et sur ces questions de normes, c'est très important. On est encore la première économie mondiale. On est encore un des premiers réservoirs d'épargne mondiale. On est encore un des premiers commerçants mondiaux. Donc on peut encore imposer nos normes. Et là, il faut parfois faire preuve d'un peu de pragmatisme. C'est vrai que si on prend les normes ESG, sur l'environnement, on est en réalité assez proche des Chinois. En revanche, sur le social, c'est plus compliqué. Mais donc voilà, il faut savoir s'adapter. Mais pour moi, c'est le combat des 10 prochaines années. Je n'ai juste pas envie de me réveiller dans 15 ans en ayant un mode d'emploi de la vie économique collective qui soit dicté par nos amis américains ou pire encore chinois. Merci. Prochaine question, Shirley. Donc, bonjour, merci pour votre intervention. Bonjour. Pour le coup, j'ai une question qui est un regard sur l'outre-mer. Moi, je suis entrepreneur martiniquaise, je vais être primo-industrielle en Martinique. Pour le coup, je trouve que souvent, et dans les propos que vous tenez, j'ai l'impression, en tout cas nous, on a l'impression en outre-mer, que notre point de vue n'est pas pris en compte. On parle souvent de réindustrialisation. Nous, la question, c'est industrialiser. Vous parlez de biodiversité. Est-ce que vous savez qu'on a le droit, enfin, la pharmacopée des outre-mer est reconnue en France que depuis 2011. On s'est battu pendant des années, des pharmaciens, pour obtenir ce droit. Je sais que vous avez été conseiller sous Chirac. Il a refusé pendant des années de nous intégrer dans la pharmacopée. En fait, je trouve que, et vous parlez de normes. Quand vous parlez de normes au niveau européen, ça ne marche pas souvent en outre-mer. Parce que, je prends typiquement l'usage de produits phytosanitaires. On ne peut pas comparer les usages dans des climats tropicaux humides, dans des climats européens. Et en fait, je trouve que dans beaucoup de réflexions que mènent des gens qui sont à des postes stratégiques, le point de vue de l'outre-mer n'est jamais pris en compte. Et l'outre-mer français, c'est la France. Et aujourd'hui, la réserve de biodiversité, elle n'est pas en France, elle est dans l'outre-mer. Voilà, donc en fait, ma question c'est aujourd'hui, et je parle aussi de finances, très peu de fonds d'investissement investissent en outre-mer. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai quasiment jamais réussi à lever des fonds en France. Pour le coup, je vais aux États-Unis ou je vais en Angleterre. Donc ma question c'est, finalement, quel est votre regard sur l'outre-mer? Vous qui en plus avez eu l'expérience de l'Afrique, je sais que vous avez conseillé sur les sujets Afrique, et vous savez aussi que, ayant ce passé lié à l'esclavage et à la colonisation, on n'avait pas le droit de transformer dans les colonies.
Donc on a un retard phénoménal en matière de biodiversité et en matière d'industrie. Voilà, c'était ma question. Merci Charlie. Alors, Très claire. je vais plaider culpabilité, mais pas ignorance. Alors, pas ignorance, parce que je crois qu'à part Mayotte, je suis allé dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Donc, c'est des sujets que je connais relativement bien et auxquels je suis sensible. Alors, j'achète tout ce que vous dites. En revanche, depuis 10 ans, j'étais vraiment sur des sujets où je n'ai pas eu affaire, ni de près ni de loin, à l'outre-mer. En revanche, je connais des gens qui sont en train de monter des fonds dans l'outre-mer, donc on pourra en parler offline, et je pense que c'est un bon sujet. Par ailleurs, sur ce que vous dites, alors ça c'est ma casquette Amérique latine, vous avez raison, Guadeloupe, Martinique ou Guyane sont les réservoirs de biodiversité de la France, et l'Amérique latine en général est le réservoir de biodiversité du monde. 50% de la biodiversité est sur ce continent, et donc en particulier, là. Donc effectivement, ça me paraît exactement rentrer dans le débat, non seulement sur la diversité qu'on avait précédemment, mais aller bien au-delà. S'il y a une des richesses de la France dans le monde aujourd'hui, cette capacité à avoir cette approche véritablement mondiale. Mais pas seulement au sens où on a des drapeaux et on a des millions de kilomètres carrés de mer, mais au sens où on est exposé à ces questions-là sur toute la planète. Ça me paraît absolument fondamental. Ça fait 10 ans que je fais de la biotechnologie, en Oui. fait, biochimie Oui. et éco-extraction, que pour en arriver à faire une usine, ça va me prendre 10 ans. 10 ans parce qu'on ne trouve pas beaucoup de mentors pour nous accompagner et que le tissu industriel qu'on a aujourd'hui dans l'outre-mer, il y a de tellement fortes inégalités intergénérationnelles ça vient de très très loin, oui, ça que c'est clair. c'est compliqué pour nous en fait d'innover et d'industrialiser globalement en fait. Très clair. Merci de Merci. cet éclairage. Merci en Charlie. tout cas de soulever ce point. Ouais, merci. Laurent, tu as une question? Bravo. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, moi j'ai une question sur une phrase que vous avez citée où on a dit on a trouvé 730 milliards. Je pense qu'on n'a pas trouvé les milliards, ils n'étaient pas cachés sous le tapis. On a créé de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'on a créé un bout de papier, il n'y a pas d'actif. On ne peut pas prendre ce bout de papier, aller dans une banque centrale et, comme vous l'avez souligné, récupérer de l'or ou un actif. Quand on regarde la croissance de la dette mondiale, ça donne mal à la tête à une aspirine. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce que font les deux grands argentiers du monde, la Fédérale Réserve et la Banque Centrale Européenne, qui rachètent de la dette à tire-larigot et en clair on produit de la dette et de la monnaie qui n'a pas d'actifs, est-ce que ça vous pensez que c'est responsable ? Alors, la réponse pour moi à court terme, probablement oui, parce que c'est vrai que pour le coup, s'il y a une leçon de l'histoire, c'est que l'effondrement des pays, c'est quelque chose qui est hors de prix. Donc, mais là où vous avez raison, c'est que là, et je faisais une incidente sur les cryptocurrencies, même si elles se portent un peu moins bien aujourd'hui qu'il y a 6 mois, la question de la relation à la monnaie est centrale. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'elle est difficile à modéliser. C'est un rapport de confiance, et la confiance, ça s'arrête un jour. Donc pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Mais je ne sais pas vous dire si dans 6 mois, dans 10 ans ou jamais, ça s'arrêtera. La confiance, en fait, c'est lié au fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir libératoire de la monnaie, c'est ça l'actif. C'est le fait que vous pouvez régler vos dettes avec de la monnaie banque centrale. Jusqu'au jour où vous croyez que ça ne marche plus. Et ça, vous pouvez pas forcer les... Enfin, pour l'instant, on peut forcer les gens par la loi, jusqu'au jour où on n'y arrivera pas. Et c'est la question à 100 000 milliards de dollars. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais c'est le sujet où, effectivement, je pense qu'il n'y avait pas le choix l'année dernière que de réagir vigoureusement, mais qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas la suite, en fait. Et ce qui est très troublant, c'est qu'on voit qu'on rajoute des zéros à chaque crise. C'est-à-dire que là où en 2008, je faisais référence au plan Sarkozy-Lagarde ou au plan Paulson, on était dans les centaines de milliards, on est passé dans les milliers de milliards. On ne sait plus bien ce que ça représente. D'ailleurs, enfin, et donc, est-ce que la prochaine fois, ça sera des dizaines de milliers de milliards ? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une question essentielle qui montre bien qu'on ne peut pas faire juste comme si rien n'avait changé en ajustant nos modèles. Et c'est vrai que la question, enfin, j'ai pas encore eu le temps de regarder le rapport Blanchard-Tirole. J'en ai pas mal parlé avec Olivier Blanchard, que je voyais beaucoup à Washington. C'est vrai qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles, la dette n'est pas très coûteuse. Il n'y a pas de problème de court terme. Mais ce n'est pas quelque chose de durable. Ça, c'est clair. Le problème, c'est qu'on y prend goût. Je ne sais pas comment... Là, je reviens juste en France il y a 3 jours, donc je ne veux surtout pas parler de la France comme ça, mais je serai candidat à l'élection présidentielle. Il y a une tentation démagogique assez forte. Il y a 2 ans, il n'y a pas d'argent, puis brusquement, on trouve 1000 milliards. Donc voilà, moi, j'en propose 2000, 3000, et jusqu'où va-t-on ? Et c'est là qu'il faut que des gens comme vous, enfin j'espère aussi des gens comme moi, soient responsables. Attendez, on peut pas... Il y a des limites. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas modéliser cette limite. On sait que quelque part, ça s'arrête.
Je ne peux pas vous dire si c'est dans 6 mois ou dans 50 ans ou jamais. Ça, Merci. Toute dernière question, je suis désolé, ça va frustrer beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez donné une vision très macro, vous avez évoqué beaucoup de gros paquebots, et en même temps les glaciers fondent. Maintenant, en 50 ans, on a perdu 80% des vertébrés. On sent l'urgence, mais quelle est votre perception de l'urgence et comment vous voyez notre responsabilité par rapport à tout ça? Merci. Alors, je suis désolé si j'ai l'impression d'être macro, parce que ce n'était pas l'idée. L'idée de dire, c'est qu'effectivement, on vit dans un système, et le macro, par ses normes, par ses règles, par sa vision, s'impose à tous. Je veux dire, c'est comme ça. Et d'ignorer le fait, d'ignorer la norme. Moi, je dis souvent ça aux hommes politiques, etc. J'étais directeur financier pendant un certain nombre d'années. Tous les trimestres, j'arrêtais mes comptes. Et en fait, aujourd'hui, on se trouve au croisement de deux crises qui sont exactement celles que vous décrivez. La première, c'est quelque chose de très bien documenté sur le plan économique qui s'appelle la tragédie of the commons, la tragédie des biens publics mondiaux, des biens communs. Donc en gros, comme personne n'est en charge, personne s'en occupe. Alors tout le monde en bénéficie. Ça, c'est classique, on le sait. C'est le climat, c'est la fonte des glaciers, etc. Et donc comment est-ce qu'on redonne une responsabilité quelque part dans le système à ces commons? Et la deuxième tragédie, c'est la tragédie des horizons. C'est Mark Carney qui avait dit ça en 2015, je travaillais avec lui à ce moment-là. Et en fait, pour résumer, c'est que dans le système d'aujourd'hui, le trader s'occupe de la prochaine seconde, voire milliseconde, le directeur financier des prochains trimestres, le CEO, la durée de son plan stratégique, le banquier central ou le ministre des Finances des 3-4 ans, et puis au-delà, il n'y a personne. Il n'y a personne dans le monde qui est dépositaire de ce qui se passe à 5 ans, à 10 ans, etc. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de mettre des règles qui s'imposent, parce que c'est ça qui vont structurer les comportements et qui vont faire qu'on va aller dans la bonne direction. Et c'est pour ça que je dis, il faut ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur, faire les réglages. Si on compte juste sur la bonne volonté de certains, ça ne marchera pas. Et donc, vous pointez du doigt le point important. Donc, il faut passer du macro, tel que j'ai décrit, au micro, qui sont les règles, les comportements de chacun. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai écrit mon premier livre sur le sujet il y a 3 ans, 4 ans, pas mal de gens m'ont dit, il faut que tu crées ta boîte. C'était sympa de nous expliquer ce qu'il faut faire, vas-y, fais-le. Alors, c'était compliqué, parce que moi, j'avais passé 25 ans plutôt en haut de la tour à dire, voilà, appuyer sur des boutons et à gérer des milliards ou des dizaines, des centaines de milliards, etc. Et là, je me suis retrouvé à la cave. Je partage une anecdote qui, je ne sais pas si elle vous fera sourire ou pas, mais enfin, elle est réelle. Courte, Bertrand. Très courte, oui. À Noël avant le Covid, j'ai réuni mes équipes à Washington et je leur ai dit, voilà, écoutez, je suis sorti d'une école qui s'appelle l'ENA il y a 25 ans, dans un corps qui s'appelle l'Inspection des Finances. Alors, ils me regardent, mais quand tu nous racontes ça, qu'est-ce que c'est? La probabilité que 25 ans plus tard, je me retrouve dans un basement à Washington avec une équipe de 15 personnes venant de 12 pays différents, parce que c'est vraiment ça, et que je finance de l'énergie renouvelable en Équateur et du microcrédit en Colombie, la probabilité était nulle. La vie décide et je suis devenu micro. Voilà. Bertrand, merci beaucoup, c'était absolument passionnant, merci, c'est très très riche.